C'est un immense honneur de recevoir aujourd'hui Simon Fieschi, ancien webmaster du journal satirique Charlie Hebdo, qui se joint à nous depuis Paris. Simon a été témoin et acteur de l'une des pages les plus sombres de l'histoire contemporaine, lorsque un matin de janvier, la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée. Cet événement tragique a laissé une trace indélébile dans notre mémoire collective. Simon a poursuivi son engagement dans la défense de la liberté d'expression avant de quitter le journal pour mener une vie un peu plus normale. Aujourd'hui, alors que nous nous apprêtons à commémorer les 10 ans de cette tragédie, nous mesurons la portée de son courage, celui de continuer à vivre et à passer des messages après des épreuves aussi longues. À travers son témoignage, nous rendons hommage non seulement à ceux qui sont tombés, mais aussi à ceux qui, comme lui, ont résisté pour que jamais, je dis bien jamais, nous n'oublions. Et donc, c'est avec une profonde émotion que nous l'accueillons partager son expérience, sa vision, et nous rappeler que 10 ans après, nous serons toujours Charlie. Merci Simon. Euh, Merci beaucoup, merci à vous tous, je suis très touché. Je me permets juste une toute petite précision. J'ai pas exactement quitté le journal, je suis un peu en retrait, mais si vous voyez derrière moi là un certain nombre d'images, je sais pas, mais je suis au journal ce matin pour vous parler. Donc voilà, les engagements peuvent prendre différentes formes. Je suis en effet plus directement webmaster. Euh, je demande à personne d'être Charlie, c'est-à-dire d'avoir une adhésion à ce qu'on raconte. Après, si c'est être d'accord pour pas tirer sur des journalistes, j'accepte bien volontiers. Merci Simon. Bah, Et je vous remercie beaucoup. c'est encore plus spécial que tu nous appelles depuis les locaux de Charlie Hebdo. C'est encore plus symbolique et riche Ça en... m'a paru approprié. Oui, exactement. Donc, bienvenue, Simon, à l'Alliance française de Sydney, sur Clarence Street, au 13e étage. Donc, nous sommes dans le centre de Sydney ici, et tu as un public nombreux pour t'écouter, un public fait d'Australiens francophones, francophiles, je veux dire, de Français, de francophones, enfin, tout un mix bigarré. Et toi, donc, tu nous appelles donc, depuis les locaux du journal et tu as un Oui. café en main et tu es prêt pour commencer. Ah ben, je suis prêt pour commencer. Je croyais qu'on avait commencé. Ah, N'hésitez pas à me dire euh, si je parle trop vite ou si mon français. Je parle de choses qui m'intéressent. Je peux partir vite comme ça. Donc, il faut pas hésiter à me calmer, à me ralentir, à me redemander de reformuler ou quoi, très bien. s'il vous plaît. Merci, merci, Simon. En tout cas, devant l'ampleur et l'importance de la tâche ce soir, je me suis pas mal demandé comment commencer. Parce que c'est pas facile de commencer une soirée comme ça sur ce thème. Et je me suis dit que peut-être, juste peut-être, le mieux, c'était de commencer par le commencement, à savoir une histoire humaine, une connexion franco-australienne qui nous a menés l'un vers l'autre avec Simon. On parle souvent des 6 degrés de séparation, une théorie qui évoque la possibilité que toute personne sur Terre est reliée à une autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au maximum 6 maillons. Tu connais cette théorie? Donc, nous aurons donc 6 maillons maximum entre Simon et moi, et Simon et chacun d'entre vous ici. Voilà, c'est ça la théorie. Donc, ce qu'on va essayer de faire, bah, c'est peut-être le clic. Philippe, où je clique là.
Donc, il y aura donc six. Attends. Oui, ok. Ça marche maintenant? Ouais. Super, merci bien. Donc, il y aura donc 6 maillons au maximum entre Simon à Paris et moi et nous tous à Sydney. Donc, on va faire un petit quiz. Il peut y en avoir 6, il peut y en avoir 5, il peut y en avoir 4. Donc, on va faire le premier maillon de la chaîne, si tu veux bien, Simon. Premier maillon de la chaîne, et je pense pas que tu la connaisses, mais c'est la prof de français de ma fille aînée, Emilia. Donc, c'est une prof de français privé qui m'a présenté l'autrice australienne francophile Suzanne Lille, donc qui est une autrice ici que j'ai invitée au Philo Bistrot en juillet 2022. Et Suzanne a eu l'amabilité de me présenter une autre autrice australienne qui s'appelle Sophie Beaumont ou Sophie Masson, qui était mon invitée Ça y est. en novembre 2023, ainsi que toute sa famille, parce qu'elle est venue avec vraiment toute sa famille ce soir-là. Et puis Sophie a eu l'amabilité de me présenter quelqu'un d'autre qui est ici ce soir, qui est Ursula Dubosarski, fameuse conteuse pour enfants, que je salue ici, qui est venue avec son mari. Merci d'être là. Que je voulais inviter au Philo Bistrot, mais qui n'a pas voulu venir. Non, je rigole. Mais plutôt Elle a sa dignité, elle. Elle a sa dignité, exactement. Et donc, plutôt que ça, elle a eu la gentillesse de m'inviter au restaurant, dans un restaurant très privé qui s'appelle The Women's Club. Donc, je ne sais pas si je vais y voir quelque chose de particulier, mais en tout cas, c'était un Women's Club. J'étais le seul homme dans la salle, mais bon, c'est très bien. Et surtout, il y avait Maisie, qui est votre fille, Ursula, et qui est aussi l'épouse de Simon. Donc ça, c'était en mai 2024. Et Maisie, ensuite, a eu la gentillesse de me proposer de rencontrer Simon à Paris, car oui, donc Maisie est l'épouse de Simon. Alors, je suis allé à Paris. Nous avons bu du café froid et nous avons parlé un petit peu et puis assez longtemps. C'était en juillet 2024. Et nous sommes donc au chaînon numéro 5. Mais ce n'est pas fini, il y en a un dernier, et pas des moindres, le dernier et 6e maillon, hors catégorie, puisque ce n'est pas une personne, mais des milliers de personnes, des millions, en fait. C'est le lien fort, le lien d'acier, instoppable, inarrêtable, qui relie Sydney à Paris, et à Charlie, et à toi, Simon. On va regarder ça en vidéo. Donc, c'était à Sydney, c'était à Martin Place, qui est vraiment pas loin d'ici. Martin Place, c'est je sais pas, il n'y a pas d'équivalent, mais c'est un peu les Champs-Élysées. Enfin, c'est le cœur névralgique. Je connais. Et donc, un grand moment voilà, d'émotion. Donc, 6 degrés de séparation nous séparent. Et nous voilà aujourd'hui, mercredi 9 octobre. Et on est l'un en face de nous, l'un en face de l'autre. Et nous nous sommes connus donc, grâce à 5 ou 6 degrés de séparation seulement. Et j'en suis ravi. Maintenant, et pour nous Je suis lancer... très touché. Je suis très touché. Juste au cas où il y en a qui viendraient un jour à Paris, je sers le café chaud. C'est parce qu'on a parlé qu'il a refroidi. Mais sinon, pardon, je t'ai coupé, on continue.
Mais moi, ça me dérange pas le café froid. Au contraire. Non, moi non plus, hein, mais quand même, je tiens à préciser pour mon honneur. Voilà, donc merci Simon, c'est comme ça que je voulais commencer pour parler de ces 6 degrés de séparation. Alors vous allez vous demander, mais qui parle de sa fille, de tous ces gens qu'on ne connaît pas? Parce que moi, quelque part, c'est ce qui me touche dans cette histoire de Charlie Hebdo. C'est ces 6 degrés de séparation, parce que ces 6 degrés de séparation, ça veut aussi dire que l'on a maximum 6 degrés de séparation. Euh, Toi, Simon, moi, Olivier, et vous tous ici, avec les frères Kouachi et Peter Sheriff. C'est-à-dire que nous faisons partie de la même humanité. Et, for the lack of better words, nous sommes tous des frères humains, en un sens, comme on dit. Et c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles à comprendre et à accepter, et nous y reviendrons. En tout cas, maintenant, Simon, je sais que tu n'aimes pas les politesses, tu me l'as dit et redit encore, mais je te le dis quand même, merci. Merci d'être ici, c'est une soirée importante à pas mal de niveaux. On va fêter bientôt les 10 ans de l'attaque sur Charlie Hebdo. Tu sors de 3 semaines de... Fêter, bon, Pardon? fêter, c'est, je suis content Commémorer. pour vous. Commémorer. Donc, merci de prendre le temps On de m'a dit venir. que vous étiez niveau B2, je peux être précis sur les mots. Tu as raison, c'est bon. La sémantique, c'est important. La méthode, c'est-à-dire qu'on va parler une heure ensemble avec Simon, et ensuite, on va vous offrir la possibilité, la chance de poser des questions à Simon pendant la dernière demi-heure. Donc, voilà un peu le processus. La méthode, c'est aussi qu'on va partir de toi aujourd'hui, Simon. On va parler de toi et revenir en arrière quand nécessaire. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toi aujourd'hui, et on ne veut pas refaire l'histoire de ce 7 janvier. Donc, je tenais à dire ça. Donc maintenant, je vais juste enlever les slides et on va te voir en grand. Voilà, parfait. Euh, donc ma première question, Simon, tu as été gravement touché pendant cette attaque sur le journal. Tu as été dans le coma pendant une semaine, c'est ça? Puis 9 mois à l'hôpital. Et puis après des années de rééducation pour réapprendre à marcher, pour réapprendre à vivre sans doute. Donc ma première question, c'est comment vas-tu aujourd'hui, 10 ans après l'attaque, et après 10 années à te reconstruire? Euh, je vais bien, merci. Euh, je dirais que ça va mieux à partir du moment où on arrête de se dire qu'il faut se reconstruire. C'est-à-dire que le mot reconstruire peut laisser penser qu'on va revenir à un état antérieur, que la réparation va comme annuler ce qui s'est passé. Or, pour continuer à vivre, il faut intégrer et faire avec euh, quelque chose de nouveau et faire le deuil, pas forcément au mauvais sens du terme, de quelque chose qui ne reviendra jamais. De la même façon que, ben, au fur et à mesure qu'on grandit puis qu'on vieillit, ben, on doit faire le deuil de la jeunesse qu'on avait ou d'un moment où tout était possible ou d'un moment où notre corps était. Je dirais que c'est une expérience universelle qui là s'est faite d'une manière un peu brutale, mais au fond, je pense que ça peut renvoyer à quelque chose en chacun de nous, euh, que ça vienne d'une expérience violente ou pas. Mhm. En tout cas, aujourd'hui, je vais bien. Je dirais que je vais beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté de me reconstruire. Mhm. Mhm. Ah, c'est une précision importante. Et donc tu dis de faire des choses nouvelles plutôt que d'essayer de faire ressurgir le passé tel qu'il était. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui t'anime aujourd'hui, de tes activités, de tes passions
nouvelles ou des causes ou des projets que tu défends? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, mon chef me pose la même question, euh, mais pour le dire simplement, euh, je passe une partie de mon temps à faire des actions pédagogiques, c'est-à-dire à aller essayer de parler aux jeunes ici qui ont grand besoin qu'on vienne répondre à leurs questions de tout ordre. Et parfois, c'est difficile pour leurs professeurs de le faire parce qu'ils ne sont pas directement formés euh, à telle ou telle thématique. Et puis aussi parce que ils restent après en avoir parlé, ils restent avec leur classe tout le reste de l'année. Et donc, leurs paroles, comment dire, la plupart d'entre vous, à part mon beau-père et ma belle-mère, je vous reverrai sans doute jamais, donc je peux parler librement. Ce qui n'est pas le cas d'un, bah oui, ce qui n'est pas forcément le cas d'un professeur. Euh, il y a ça. Mon travail au journal euh, est en termes d'horaire moins qu'avant, mais je reste représentant du personnel. Union Rep, je crois que c'est ce qu'il y a de plus proche euh, en anglais, ce qui fait une façon de garder une conversation, un lien avec les uns et les autres qui est important. Euh, Après, il y a la vie, c'est-à-dire je dois continuer à faire de la rééducation, des choses comme ça. Euh, j'ai du temps libre et notamment, par exemple, ce temps libre m'a permis d'assister au procès de Peter Sheriff dont tu as parlé. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra que je précise en quelques mots ce dont il s'agit, parce que même en France, la plupart des gens ne sont pas exactement au courant. Euh, et, et voilà, après, je dirais plein de petites activités ici ou là, de me permettre en fait de me mettre sur les projets des autres parce que on peut dire que je suis retraité, j'ai une pension d'accidenté du travail, j'ai plus besoin d'avoir un chef qui me dit quoi faire et j'ai pas envie de le faire. Euh, et comme beaucoup d'entre vous le savent, la retraite n'est pas la fin de l'activité, mais la liberté de faire ce qu'on veut. Donc voilà, vive la retraite. Oui, en France, on prend la retraite plus tôt, je sais. Enfin, à ce que j'ai compris, ta retraite, c'est quand même une retraite très, très active. Euh, Parce que tu es impliqué, je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a des projets dont tu m'as parlé qui sont quand même assez significatifs. Euh, je sais pas, je sais pas si je peux en parler, mais un projet de musée, par exemple, sur lequel tu as travaillé, ou en tant que consultant sur les méthodes ou le processus à poursuivre pour être indemnisé par l'État, ou des choses comme ça. Donc, tu as des rôles de consultant, des rôles sur des projets de lancement de musées du terrorisme, des choses comme ça. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de certains de ces projets qui sont les plus significatifs pour toi à ce jour? Oui. Alors, je dirais que si par exemple on parle du processus d'indemnisation des victimes, en France, il y a un système, et alors j'ai aucune idée de comment ça marche en Australie, mais les victimes de terrorisme sont considérées à peu près comme des soldats blessés au front, parce que une victime de terrorisme l'est pour son appartenance à la communauté. Donc, on considère que c'est pas comme si c'était un accident de voiture, par exemple. Euh, c'est un processus très long qui ressemble quand même à quelque chose comme une assurance, même si c'est une assurance publique, avec un droit très particulier. Euh, et au fond, là, ça va faire bientôt 10 ans. Mon cas vient de se terminer. Pendant 10 ans, j'ai eu l'occasion de me pencher sur les subtilités légales de tout ça. Et comme un certain nombre de choses, quand on ne s'intéresse au droit que quand on a un problème juridique. On ne s'intéresse à la médecine que quand on a un problème de santé. On ne, enfin, et j'ai eu ce côté autodidacte, et notamment aussi parce que l'attentat de Charlie Hebdo et les attentats de janvier 2015 ont été les premiers attentats d'ampleur qui ont frappé la France depuis longtemps.
Ce qui fait que on a été, d'un certain point de vue, des, euh, j'ai pas envie de dire des cobayes, mais en tout cas les premiers à retester un système, à faire, à rappeler ou à remettre en forme des méthodes, des choses. Et donc, je me suis retrouvé un peu par la force des choses à pouvoir en discuter et en parler directement avec les gens qui s'en occupent et aussi avec les victimes du 13 novembre 2015 avec les victimes suivantes. Je ne vais pas vous faire une liste d'attentats, euh, c'est pas chouette pour votre apéro, c'est pas chouette pour mon café, mais il y en a suffisamment pour que on ait besoin de se parler ensemble et de comprendre comment le système fonctionne, parce que comme tout système, en tout cas, je dirais, il a un grand mérite, le mérite d'exister. Il a une vraie générosité, en tout cas dans la façon dont il est imaginé, mais souvent, entre l'idéal qu'on se donne et la façon dont ça se passe dans la réalité, c'est un peu différent. Et je pense que en France comme ailleurs, avoir un droit, ça ne veut pas dire qu'on vous donne quelque chose. N'importe qui a eu n'importe quel lien avec une administration sait qu'un droit, c'est du travail pour l'obtenir. Et là, c'est le cas aussi. Ouais. Pour ce qui est du musée du terrorisme, c'est un projet de musée qui a commencé à voir le jour il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, et dans lequel ils ont voulu rassembler un certain nombre de personnalités qui soient représentatives soit de la société civile, c'est-à-dire des représentants des cultes, notamment des 3 religions du livre, plus d'autres gens, des gens qui soient des spécialistes, historiens, sociologues, tout ça, et des gens qui représentent on va dire chaque communauté ou chaque association d'attentats. Ils voulaient avoir le grand chef chez moi qui a dit non, ça m'intéresse pas. Ils ont demandé au numéro 2 qui a dit j'ai autre chose à faire. Et il se trouve que pour une fois, j'étais dans le bureau ce jour-là et j'ai fait bon, bah, si vous voulez, je le ferai. Et donc, je suis arrivé à l'intérieur de ce musée qui a pour but d'essayer de raconter cette histoire et ces histoires soit qui touchent des Français, soit sur le sol français, soit qui touchent des Français dans le monde, et d'essayer de faire face à une mémoire difficile. Pour des raisons personnelles, je me suis très très mal entendu avec eux, pour le dire rapidement. Leur mission est bonne, mais je dirais que pour le moment et depuis 2 ans, j'ai suivi les choses d'assez loin. Voilà. C'est fait par des gens intelligents à qui, voilà, on verra bien. Le musée est censé ouvrir en 2027. Il y a d'énormes travaux à faire, donc on verra bien combien d'années de retard il y a. Voilà, on pourra mais c'est un musée qui a vocation vraiment à être en même temps un outil pédagogique, un endroit, un mémorial qui puisse rendre hommage à toutes les victimes de tous les attentats, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a souvent une concurrence. Chacun dit mon attentat, il est beaucoup mieux que le tien. Je le résume d'une phrase, mais malgré tout, chacun face à sa douleur a tendance à la mettre au centre. Et là, c'est quelque part, c'est une façon de décentrer, de pas dire il y en a un qui est plus important que les autres, de pas dire on va prendre la date d'un attentat pour commémorer ou un lieu dans lequel il y a eu un attentat. Non, on décentre. Je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est une vision plus objective, peut-être une façon distanciée. Il n'y a pas d'objectivité dans une histoire. On est obligé justement de prendre parti. On est obligé à un moment
de dire ce qu'on pense. Et je pense qu'on y reviendra. C'est une des difficultés que ça pose à une communauté, un attentat comme celui de Charlie Hebdo, parce que c'est très facile de trouver ça horrible le 13 novembre, parce que ça arrive à des gens qui n'ont, entre guillemets, rien demandé. Ça arrive à des gens à qui on peut s'identifier. De la même façon, l'attentat de Nice où un camion a foncé dans la foule le 14 juillet, tout le monde est d'accord que c'est horrible. Quand ça se passe pour Charlie Hebdo, la question se pose un petit peu différemment, c'est-à-dire au départ, tout le monde dit c'est horrible, tout le monde dit c'est horrible, et assez rapidement, on entend le mot mais. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris, et je pense que ça marche dans toutes les langues. Quand tout ce qu'on dit dans une phrase avant le mot mais n'a aucune importance. No offense, but, euh, pour les anglophones, ça fait très bien. Ah, je l'aime beaucoup, mais tout le monde sait très bien qu'en fait, ce qui arrive avant le mot mais n'a pas d'importance. Et on a entendu beaucoup de mais à propos de Charlie Hebdo, c'est-à-dire mais malgré tout, ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait, ou mais il faut du respect, ou mais beaucoup de mais qu'on n'entend pas dans d'autres attentats Mhm, mhm. et Bon, qui posent vraiment la question toujours de la responsabilité de l'agresseur et de l'agressé, ce qui est quelque chose, par exemple, qu'on retrouve très souvent dans les histoires de viol. Mais quand même, elle était vraiment un peu provocante. on va revenir à ça un peu plus tard. J'ai essayé de structurer cette discussion pour d'abord parler de toi et après Je on va pars dans tous les sens, hein, donc Non, 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 non. C'est très bien. Toi, tu es très bien. On va parler de toi et après, on parlera des sujets un peu plus philosophiques et sociétaux et la liberté d'expression, etc. Je garde ça pour la deuxième partie. Tu as mentionné donc la retraite. Donc, tu as une retraite d'État qui te permet de vivre une vie de retraité avant l'heure, puisque tu as 40 ans, si je me trompe pas. Euh, donc, tu as eu cette pension d'État à vie au regard de ce qui t'est arrivé et au regard de de tes blessures et de ton handicap. Est-ce que ça te dérangerait juste de nous parler brièvement voilà, des blessures que tu as eues et du handicap que tu as? Et après, je te poserai une autre question là-dessus. alors, je dirais cette pension déjà, c'est un accident du travail. Je tiens à le rappeler parce que ça paraît étrange, mais j'étais au travail et j'ai une pension, je tiens à le dire aussi, c'est une pension d'accident du travail, mais c'est aussi un statut militaire. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose d'avoir juste une pension parce que, oh, le pauvre, il a eu un accident, ou d'être reconnu par l'État, par la communauté, comme militaire. Franchement, si on m'avait dit en rentrant à Charlie Hebdo que j'allais devenir pensionné par les militaires, ça m'aurait beaucoup étonné. Mais malgré tout, il y a une dimension symbolique qui est différente. Mon handicap, je vais aller très vite. J'ai donc reçu une balle ce jour-là, une balle de Kalachnikov, qui est quand même pour ceux qui connaîtraient pas bien, c'est un projectile de 8 grammes qui fait 4 cm de long, d'acier, qui voyage à 700 mètres par seconde et qui est fait pour percer un blindage d'acier d'un centimètre 5 à 100 mètres. C'est-à-dire ça fait très mal. La balle est rentrée ici et elle est sortie dans l'omoplate gauche et a touché la moelle épinière. Ce qui fait que quand je me suis réveillé du coma, j'étais complètement paralysé. Et euh, grâce, on va dire, à une excellente prise en charge dans les hôpitaux militaires, parce que les hôpitaux civils ne connaissent pas comment soigner les blessures de guerre. Donc, quelque part, le médecin qui m'a reçu dans l'hôpital militaire m'a dit, on est très content que vous soyez là, ce qui m'a fait bizarre, mais en fait, ils ont besoin de blessés pour continuer à savoir soigner les blessés. Et moi, j'étais content qu'il soit là aussi, donc tout le monde était content. Aujourd'hui, je remarche. Bah ouais, non, faut, voilà, c'est vrai.
Aujourd'hui, en fait, je dirais aujourd'hui, je vais bien. J'ai un certain nombre de difficultés. Je marche avec une béquille. Je fatigue plus facilement. J'ai encore quelques douleurs, mais qui sont beaucoup mieux traitées. Euh, et puis, j'ai beaucoup de problèmes psychologiques que je peux dire c'est la faute à l'attentat. Ouais. Et donc ouais, donc Je vois les beaux-parents là qui papotent derrière. Sachez que vous êtes à l'image. donc on comprend voilà, la gravité de tes blessures et du handicap. J'imagine que ton handicap a redéfini un peu ta manière de vivre et peut-être de te percevoir. En tout cas, est-ce que ton handicap a influencé ton rapport au monde et à ta philosophie de vie en général? Donc, en gros, est-ce que tu es la même personne aujourd'hui, par exemple, avec Maisie, ton épouse, tes- ta fille, euh, les autres? Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Alors, euh, je dirais déjà que bien sûr que ça change. Je dirais quand un événement comme ça arrive, il y a un avant, un après. Quand euh, quand quelque chose impacte notre corps, il y a un avant, un après. Ça n'a pas besoin d'être un attentat. La question du handicap, je dirais, je me la suis beaucoup posée, y compris au niveau philosophique, c'est-à-dire que un handicap, c'est pas d'avoir une béquille ou la jambe. Le handicap, la définition du handicap, c'est de ne pas être adapté à son environnement. Euh, comment dire, quelqu'un qui fait 2,50 m va être handicapé dans le métro à Paris. Et ça n'est pas parce que son corps est problématique, c'est parce que l'environnement ne lui convient pas. Donc, mon rapport au monde a changé, bien sûr, mais ça a beaucoup constitué en adapter mon environnement et m'adapter à mon environnement pour me sentir moins handicapé. Euh, après, mon rapport à ma fille n'a pas changé parce que ma fille a 5 ans et demi, donc elle m'a toujours connu comme ça. Par contre, là, elle commence à poser des questions comme pourquoi papa a une béquille. Et là, je dirais que c'est des questions auxquelles c'est pas facile de répondre immédiatement. Je pense qu'on y viendra parce que le procès qui vient de se terminer a été l'occasion pour moi de commencer à en parler avec elle. Voilà. Après, le rapport au monde, bah oui, il change. Comment dire, vous vous cassez une jambe, vous allez voir que tout d'un coup, les distances sont pas les mêmes pour vous. Vous avez tout d'un coup, vous vous retrouvez en fauteuil roulant, que ce soit pour toujours ou pas, vous allez voir que la géographie de la ville n'est pas du tout la même. Vous allez voir qu'un trottoir de 5 centimètres, c'est un vrai obstacle. Vous allez voir que des pavés, c'est pas la même chose s'ils sont plats ou non. Bien sûr que tout change. Euh, vous allez voir que, par exemple, si vous êtes en fauteuil, les gens vont s'adresser à la personne qui pousse votre fauteuil et pas à vous. Il y a un certain nombre de changements. Aujourd'hui, je suis relativement peu handicapé, euh, ou en tout cas, je le sens rarement parce que j'ai organisé ma vie en fonction. Mm, mm. Très bien. Ah, très bien. Non, mais merci Simon. Et je tiens à préciser que j'ai un plan, j'ai des questions, mais en même temps, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu dis de façon organique, parce que tout le monde sait que quand on a un plan, bah, la meilleure façon de le contrecarrer, c'est de suivre un peu. Et donc, j'aimerais rebondir là, peut-être sur le fait que tu as une fille donc, de 5 ans et demi. Il y a un procès, pour ceux qui ont suivi, qui s'est passé avec un djihadiste qui est vivant, lui, bien vivant. Et donc, c'était un procès assez unique qui s'est clôturé en fin de semaine dernière. Donc, c'est vraiment tout frais, tout chaud. Euh, est-ce que, et puis ta fille que tu as amenée à ce procès, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce procès? Et surtout, il y a quelque chose qui m'a marqué quand on a préparé cette soirée, c'est que ce procès, finalement, a cristallisé quelque part tes 10 dernières années depuis les attentats.
Est-ce que tu peux, Ok. qu'est-ce que tu entendais par là et parle-nous un petit peu de ces procès et du rôle que ta fille a joué. Ok. Bon, déjà, en tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est si tout se passe selon le plan, c'est que le plan était mauvais. Donc, allons-y. Euh, pour ce qui est du procès et de ma fille, alors, en quelques mots, il y a d'abord eu en 2020 un procès qu'on a appelé le procès des attentats de janvier, dans lequel ont été jugés, euh, je le dis rapidement, des complices, des gens qui ont aidé à la logistique euh, des frères Kouachi, qui donc se sont attaqués à Charlie Hebdo, et de Amélie Koulibaly, qui lui s'est attaqué à des policiers et à des juifs, notamment pour l'hypercacher. Je tiens à préciser aussi que c'était, et c'est à ma connaissance, la seule opération conjointe de Al-Qaïda et de l'État islamique, les attentats de janvier. Nous, c'est Al-Qaïda, l'État islamique, c'est les policiers et l'hypercachère. Euh, là, euh, disons, le premier procès a été l'occasion de juger des gens qui sont des voyous ou des criminels. Je le dis sans jugement de valeur, c'est pour donner une idée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont défendus dans leur procès en disant ah oui, d'accord, j'ai fourni des balles ou ah oui, j'ai aidé à financer en faisant une escroquerie. Je ne suis pas un terroriste, je suis un braqueur ou je suis un escroc ou je suis un vendeur de drogue. C'est-à-dire que le, la question d'être ou pas un terroriste euh, devient, comment dire, c'est un procès d'intention. La peine n'est pas la même si on a juste, entre guillemets, juste fait une escroquerie à la voiture pour gagner de l'argent, ou si on a fait une escroquerie à la voiture pour financer quelque chose d'un peu où on pourrait se douter que c'est du terrorisme, ou si on l'a fait pour financer en sachant qu'on allait tuer 130 personnes au Bataclan et sur des terrasses. Donc, vraiment, là, je dirais, on a jugé des gens, des criminels qui avaient participé à du terrorisme, en le sachant ou non. Cette fois-ci, ça a été très différent parce que Peter Sheriff, qu'on vient donc de juger pendant 3 semaines à Paris, lui a été attrapé donc en 2018 à Djibouti après 20 ans de djihad armé. Il a mon âge, enfin il a 41 ans, il est né en 82. À 20 ans, il est parti en Irak et il a fait la bataille de Fallujah. Il a été arrêté par les Marines euh, après la bataille de Fallujah. Euh, il a été envoyé à Abu Ghraib, il y a passé du temps. Il s'est échappé d'Abu Ghraib et il a continué ses activités en Irak, en Syrie, etc. Il est revenu en France pour peu de temps. Il en a profité pour épouser la fille de celui qui allait devenir l'émir de Daesh. Puis il est reparti au Yémen pour rejoindre Al-Qaïda en 2011. En 2011, on est juste après la mort de Ben Laden. Al-Qaïda est un peu désorganisé, mais enfin il en reste. Et Al-Qaïda au Yémen ou en péninsule arabique, ce sont les plus dangereux. Ce sont ceux qui sont capables à ce moment-là de faire des actions, d'avoir et comment dire, Al-Qaïda est une organisation extrêmement élitiste dans laquelle on ne rentre pas comme ça. Euh, quelque part, d'un certain point de vue, Daesh ou l'État islamique, c'est le djihad low cost. N'importe qui peut venir et aller se faire tuer. C'est bon, on regarde pas le CV. Al-Qaïda, c'est pas du tout pareil. Les leaders d'Al-Qaïda se cachent toujours, sont la cible des drones américains tout le temps, sont extrêmement paranoïaques et ne prennent pas n'importe qui. On a donc attrapé un homme
qui, pendant plus de 8 ans, a survécu dans une zone de guerre en étant proche des gens les plus recherchés par tous les services du monde entier, tous les services occidentaux, les Israéliens, les Américains, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un, on voit rarement juger quelqu'un de cette ampleur, parce que si on peut le tuer, on le fait. Et là, d'en avoir un vivant était quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Et donc, là, les 3 semaines qui viennent de se passer ont été difficiles, on va dire, pour ceux qui étaient dans la salle, mais je dirais que c'est un privilège, d'un certain point de vue, pour un pays, pour une communauté, de pouvoir juger quelqu'un de vivant pour des crimes de cette ampleur, plutôt que de devoir soit juger un mort, soit de faire un assassinat qu'on comprend très bien, mais enfin, on a pu là avoir l'état de droit qui répond à une des attaques les plus violentes de ces dernières années. Voilà. Je sais pas si je réponds à la question en partie, tout ou quoi. Si, très bien. Et je vais rebondir là-dessus parce que pour parler un petit peu du fonctionnement de la justice, donc l'accusé, Peter Sherif, ne reconnaissait pas le fonctionnement de la justice, il comprenait pas vraiment le processus. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était le jugement, plus que le process qui amène au jugement. En tout cas, c'est ce que tu m'avais dit. Lors du premier procès, j'ai entendu que tu avais dit dans une interview que tu n'attendais pas grand-chose de ce procès, du premier procès, parce que, disais-tu, la psychologie des terroristes n'allait pas donner naissance à de grandes découvertes en soi. Donc ma question est la suivante. À tes yeux, dans le procès que tu viens de vivre, et Ursula, donc, vous étiez également au procès, qu'est-ce qui était le plus important à tes yeux? Le jugement Alors, ou le fonctionnement de la justice? ok, alors j'ai quoi? J'ai 3 minutes pour répondre à une question comme ça? Cinq. Merci. Vous êtes trop bon, monseigneur. Déjà, je dirais que j'avais pas d'attente sur le premier procès parce que je ne connaissais pas le fonctionnement de la justice et que je n'ai pas compris tout de suite ce qui était important et ce qui se jouait dans quelque chose de cet ordre. Et le et c'est très important, le premier et le second procès. Donc, je me permets de revenir un tout petit peu là-dessus. La psychologie des terroristes, on peut ou pas s'y intéresser, mais passons. Ce qui, je pense, est très important dans des procès comme celui-là, comme cela, c'est que on ne s'occupe pas des victimes. Les victimes sont importantes, tout le monde est triste, on fait ce qu'on peut pour elles, mais c'est pas le problème. Et dans le système judiciaire français, le moment de ce type de procès n'est pas un moment où on va essayer de voir, ah, la pauvre victime, qu'est-ce qui lui est arrivé, combien d'argent on lui donne. Ça n'a rien à voir. On juge, plutôt la société juge des accusés pour le mal qu'ils sont accusés d'avoir fait à la société à travers des crimes contre des personnes ou des choses. Mais on n'est pas le problème. Et ça fait du bien pour une fois de ne pas être le problème. C'est un moment où justement c'est la société qui se met face à ces questions-là. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir parler politique d'un certain point de vue, parler de ce qui a été attaqué, etc. L'autre chose qui a été extrêmement importante dans le premier procès, et forcément ça suit aussi, c'est que c'était la première fois que tous on a pu s'entendre les uns les autres. À Charlie, on est un groupe soudé, on sait raconter des choses aux uns, aux autres, mais là c'était la première fois qu'on pouvait tous entendre l'ensemble de ce que chacun avait à dire. Et il y a pour nous, on va dire, notre petite équipe, mais on a pu aussi entendre ce que disaient les autres victimes, les policiers, les juifs dans l'hypercachère,
l'agent d'entretien qui a été tué le premier dans nos locaux. Et je me souviendrai toujours, par exemple, du moment où l'ami de cet agent d'entretien, euh, qui a qui est mort, enfin, il est mort dans ses bras, excusez-moi, c'est pas drôle, mais il a raconté instant par instant ce qui s'était passé, et il a fini en disant, ouais, c'est sûr que c'est horrible, les journalistes qui meurent, et on comprend bien pourquoi, politiquement, mais enfin, personne n'a parlé de Fredo, mon pote Fredo, et c'est le peuple que vous avez oublié. Et je peux vous dire, encore aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, j'ai une émotion qui monte, qui est, et il avait raison. Et c'est un moment, un procès comme celui-là, où on, on peut faire ce travail collectif de, de voir que ce qui s'est passé est arrivé, certes, à des individus, mais ça nous est arrivé à nous tous. Euh, donc, j'ai été surpris de voir ce que j'en retirais. L'autre chose que j'en retire, et là, pour le coup, il y a quelque chose de personnel et de collectif, et c'est ce que j'ai découvert, c'est ce qu'est une thérapie. On nous dit, la justice n'est pas là pour être thérapeutique pour les victimes. C'est pas, comment dire, c'est pas un psy, hein, un juge. Par contre, je dirais, l'essence et la définition d'une thérapie, c'est pas de régler un problème. S'il y en a qui sont en thérapie, vous avez peut-être déjà réglé des problèmes dans votre vie. Croyez-moi, vous avez toujours autant de problèmes. Donc, c'est pas de ça dont on parle. Une thérapie, c'est de réussir à fabriquer un récit, une histoire, un narrative avec lequel on peut vivre et qui donne du sens à là où on en est aujourd'hui. Et donc, pour le coup, un procès comme celui-là, que ce soit le premier ou que ce soit l'autre, en revenant sur tout ce qui fait qu'on en est là, pour le coup, peut avoir une dimension thérapeutique parce qu'au moins, on comprend ce qu'on peut. Il reste des questions, il y a des choses qu'on ne saura jamais, il y a une part de mystère, mais au moins on peut se dire, voilà ce qu'on sait, et voilà ce qu'on ne sait pas. Euh, donc ça, oui, pour le coup, ça a été important dans tous ces procès, et je l'ai appris au fur et à mesure. C'est Madeleine? J'ai respecté mes 100 minutes, je peux... Ah oui, oui, non, c'est parfait. Non, tu as une pause. Hein. Non, bien, bien, bien mérité d'ailleurs. Et donc, celui-là, donc tu étais là Quelques jours. quelques jours. Tu veux dire peut-être? Oui, elle était beaucoup là. Elle est timide, Oui. mais elle parle très bien français et elle a beaucoup de choses à dire. Non, non, j'ai pas beaucoup de choses à dire. And you can speak in English if you want. Oui. If you want to make. What was your impression of those Ouais, few days? je me sentais contaminée. Ça, c'était assez horrible de entendre toutes ces choses. Peut-être, j'ai dit à Simon que avant, j'ai essayé de ne pas penser beaucoup à les gens qui ont fait ça, mais on était confrontés à les faits. Oui. C'était pour moi très choquant. J'imagine. Très choquant, mais en même temps, Simon, donc tu as décidé d'y amener ta fille, et je crois que c'est le moment de parler un peu voilà, de comment dire la vérité aux enfants. Sûrement ne pas dire la vérité, ou peut-être en la simplifiant, mais en tout cas, la vérité, c'est important. Donc, quelle est ta façon de dire la vérité à ta fille et aux enfants en général? Alors, c'était pas, ça n'a jamais été facile pour moi de parler à ma fille, et je dirais que ma chance, entre guillemets, c'est que les enfants, en grandissant, tout est normal pour eux parce que c'est la seule chose qu'ils connaissent. Donc, de me voir avec une béquille ou un handicap n'est jamais quelque chose qui lui a posé question. Et donc, j'ai pu, en tout cas jusqu'à maintenant, éviter d'avoir à répondre à des questions alors que je ne savais pas du tout comment faire. J'ai vu à un moment que forcément elle commençait à se poser des questions et que elle les posait à d'autres, elle les posait à ma mère,
parce qu'elle devait sentir que moi, j'étais pas capable. Euh, le moment du procès, en le voyant arriver, donc ma fille a 5 ans et demi. On peut pas lui raconter n'importe quoi, mais par contre, elle commence à comprendre quand même des choses, à voir des choses, etc. Euh, il m'a semblé que c'était l'occasion de lui dire, ben voilà, pendant presque un mois, tu vas beaucoup moins me voir parce que je serai toute la journée au tribunal ou au palais de justice. Et c'est marrant parce que le mot palais dans l'imaginaire d'une petite fille est très différent que le mot de tribunal. Euh, le, il y a eu un moment où je ne sais plus quel mot ou quelle chose elle a dit, je sais plus si c'était juge ou tout, mais j'ai pu en profiter pour sauter sur la question et dire ah bah oui un juge ou un truc voilà. Mais au fait est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé? Et là elle me regarde et j'ai dit est-ce que tu veux que je te raconte? Et alors là, je fais oh merde mais enfin bon il fallait se lancer excuse my French et j'ai commencé voilà avec des mots très simples bon ben au travail. Je ne sais pas ce que je fais comme travail parce que rien que on est obligé d'avoir des mesures de sécurité. Je peux pas dire je travaille à Charlie Hebdo autour de chez moi. Euh, donc, mais bon, au travail de papa, il y a des gens un jour qui sont venus et qui ont blessé ou tué des gens. Et depuis, voilà, moi j'ai une blessure. Mais par contre, ne t'inquiète pas, les gens qui ont fait ça sont morts et les autres sont en prison, ce qui est vrai. Sauf que là, bah, il reste un méchant. Présomption d'innocence, oui, mais enfin, parfois, il faut quand même résumer. Euh, et là, il y a un méchant et pendant les temps qui viennent, euh, eh ben, on va aller au tribunal pour s'occuper du méchant. Je ne sais plus exactement quel mot j'ai dit. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux venir et voir le palais de justice? Alors elle me dit oui. J'ai organisé ça, j'ai parlé un peu avec sa maîtresse en lui disant, ben, dites-moi s'il y a un truc, la famille passe par des choses émotionnellement très fortes, et moi je vais pas voir ma fille beaucoup pendant le temps du procès. Donc j'ai besoin que vous me disiez. Apparemment, ça a été, mais ma belle-mère Ursula, qui est dans la salle, qui a passé beaucoup de temps aussi avec elle, pourrait peut-être dire ce qu'elle a ressenti. En tout cas, le moment où j'ai emmené ma fille au palais de justice, alors déjà, je lui ai dit, ben, c'est pas comme le palais du roi juste à côté, donc le Louvre qu'elle voit passer. Là, bah, la reine, c'est la justice. Elle me dit, oh, mais elle est morte. Je fais, ah, pour un autre café philo, là, en 5 minutes, ça va être compliqué. Mais non, bah, tu vas voir. Et puis, je l'ai emmené. Et ceux qui connaissent Paris et qui voient sur l'île de la Cité, le palais de justice, c'est un endroit très impressionnant, avec les grilles en or, avec les marches, avec cette presque comme dans une église, on rentre dedans et automatiquement on baisse la voix. Qu'on soit croyant ou pas, c'est des lieux qui génèrent ça. Et je dirais qui dans une société laïque et avec beaucoup moins de religion, c'est un endroit où on sent encore la présence du sacré. Je l'ai emmenée. Et puis, elle a vu, par exemple, que j'étais avec un policier. Pendant le temps du procès, j'avais une protection policière, un garde du corps de l'État, parce voilà, on a été obligé de prendre cette précaution. Donc, elle a vu aussi que, ben, y avait ça. Elle a vu les avocats avant et après qu'ils mettent leur robe. Elle a vu la salle d'audience où j'ai pu lui montrer. Ici, il y a les juges. Ici, on est là. Ici, il y a les journalistes. Et ici, bah, il y a le méchant. Elle a pu voir au début de l'audience ce moment où les juges arrivent, tout le monde se lève, le moment où la présidente, avec sa grande robe,
rouge et l'hermine dit « L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir ». Et tout le monde s'assoit. Le moment où elle a vu l'accusé, elle est restée quelques instants après le début de l'audience, et de toute façon, c'était un moment où je savais que ce qui était en train de se dire, elle pouvait pas le comprendre et ça serait pas choquant. Mais elle a vu tout ça. Et ça a été très important, ne serait-ce que parce que je sais qu'elle s'en souviendra toute sa vie et que ça permet ce souvenir-là d'être un support à ses questions quand elle le voudra. Parce qu'elle en aura dans 1 an, dans 10 ans, etc. Et d'être venue, d'avoir vu ça, a permis ça. Et voilà, entre autres, voilà en gros. Non, c'est très important d'avoir ce référentiel-là qui vous relie et quand elle te posera des questions, tu pourras faire référence à ce moment. Donc, je comprends tout à fait. Et ça m'amène à ma prochaine question qui est la question d'héritage. Euh, L'héritage de Charlie Hebdo. Donc, à l'approche des 10 ans de l'attaque, quel héritage penses-tu que Charlie Hebdo laisse à la société? Et j'entends par là, est-ce que c'est plutôt un message de liberté ou au contraire un rappel des dangers auxquels la liberté d'expression fait face? Alors, héritage, on n'est pas mort, merci. Mais, Tant mieux. non, mais par contre, non, pour essayer de répondre à ta question, je pense que c'est les deux. Je pense que ça rappelle une chose simple, qui est que une liberté, que ça soit la liberté d'expression ou une autre, n'est jamais acquise et n'est jamais donnée. Et qu'en fait, une liberté, c'est très cher. Et que on pense tous qu'on veut être libre, sauf le moment où on se rend compte de ce que peut être le prix ou le coût d'une liberté. Et une liberté dont on vous dit comment il faut se servir n'est pas une liberté, c'est autre chose. Et donc, je pense que ça rappelle ça. Ce qu'on a vu aussi, c'est tous les gens qui étaient Charlie jusqu'au moment où tout d'un coup, quelque chose qu'on a dit les a blessés, les a embêtés. Et alors là, ah non, quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien finalement l'attachement qu'on a à la liberté tant qu'elle est utilisée exactement comme on pense qu'elle devrait l'être, ce qui donc est autre chose. Après, je pense aussi, redis-moi, les deux pans de la question, c'est est-ce qu'on garde un message de liberté ou de la liberté qui est attaquée? Et des dangers auxquels on s'expose quand on... C'est dangereux d'être libre. C'est dangereux d'être libre et la plupart des gens, en fait, ne souhaitent pas vraiment être libres. Ils souhaitent qu'on les embête pas, mais par contre, peu de gens sont prêts à payer le prix de la liberté, qui en général est une perte de sécurité. Il y a comme c'est pas des vases communicants, c'est pas directement proportionnel, mais plus on est libre, moins on est en sécurité. Et d'ailleurs, ça explique notamment un grand nombre de votes qui seraient autrement incompréhensibles dans le monde. Pourquoi les gens choisissent librement de renoncer à une part de leur liberté? Parce que la liberté, c'est très emmerdant. D'un autre côté, ce qu'on a vu aussi, c'est l'attachement, bien sûr, à une forme de liberté. On a vu les manifestations dans le monde entier, on a vu cet élan que chacun a ressenti. Un élan, je pense, qui venait d'un sentiment très profond, mais on voit aussi que le sentiment ne dure qu'un temps, et qu'après, ce qui reste, bon, mais il a existé. Je dirais qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, en tout cas en France, de façon étrange, ça a changé. C'est-à-dire que dans les années, on va dire 60, 70, la censure, c'était l'État. On ne pouvait pas tout dire, et notamment Charlie Hebdo est né d'un acte de censure étatique après une mauvaise ou une bonne blague selon les goûts sur la mort du général de Gaulle. Et là, quand même, c'était pas possible. On a interdit ce qui à l'époque s'appelait Harakiri, et Charlie Hebdo est sorti la semaine suivante, juste avec un changement de nom, et la une, c'était « Il n'y a pas de censure en France ».
Ce que ça disait en tout cas, c'est que à ce moment-là, en tout cas, l'autorité qui disait ce qu'on avait le droit ou pas de dire, c'était l'État. Aujourd'hui, ça a complètement changé, c'est-à-dire que la censure ne vient plus de l'État, mais par une forme d'autocensure ou de censure collective. Euh, En gros, pour aller très très vite, si on dit pas ce qu'il faut, on se fait you get cancelled. Je sais même plus comment on le dit en français, mais on voit très bien, on va dire, ce qu'est la. En fait, la censure est devenue sociale et non plus politique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que la liberté d'expression aujourd'hui est protégée par les tribunaux contre la population, alors que c'était l'inverse il n'y a pas si longtemps. Euh, voilà. Mais elle reste protégée et les gens y restent attachés dans leur ensemble. Mais par contre, c'est aussi ça dont je me rends compte, c'est que quand on va par exemple parler de ça dans une classe, au départ, on se, les jeunes disent on n'a pas le droit, on ne devrait pas. Ils parlent de respect, ils parlent d'un certain nombre de choses qui sont tout à fait légitimes, mais dès qu'on en parle avec eux, on se rend compte que ils arrivent à penser autrement que ce qu'ils croyaient qu'ils pensaient, tout simplement parce que les jeunes, en général, répètent ce qu'ils ont entendu ou mettent un peu de temps pour arriver à formuler leur jugement. Enfin, voilà, mais on voit qu'en tout cas, c'est des choses qui ne sont pas directement évidentes. Pour personne, hein, d'ailleurs. Non, bien sûr. Donc un peu des deux. Donc la liberté d'expression qui va avec les dangers, parce que quand on est libre, on s'expose. Donc il y a plus de dangers. Juste, je vais rebondir là-dessus en parlant de la satire et de ce que vous faites au journal. La satire, ou certains appellent ça le blasphème. Et tu as mentionné la cancel culture, tu as mentionné l'autocensure des gens pour se protéger. Est-ce que tu penses que la satire de nos jours, dans cet environnement actuel, c'est toujours un outil efficace ou c'est plutôt devenu en fait quelque chose qui est un symbole de division entre les cultures? Alors, un symbole de division entre les cultures, je dirais que la satire, ça marche parce que d'un certain point de vue, ça divise. Mais par contre, ça demande une connaissance d'un contexte. La définition de la satire, au fond, c'est l'exagération d'un discours ou de quelque chose qu'on pousse dans ses retranchements ultimes. Je donne un exemple. Si aujourd'hui on fait une caricature ou une satire d'un homme politique qu'on considère comme raciste, on va peut-être mettre sa tête et avoir un discours infiniment plus raciste ou ouvertement raciste alors que l'homme politique en question prend des précautions pour pas se retrouver au tribunal. Selon le niveau de lecture et la compréhension de la satire du public, ils vont dire ah, ce journal est raciste parce qu'il met des mots racistes, ou ah, ce journal se moque d'un raciste. Pour ça, ça demande en fait une forme d'éducation. Donc là-dessus, moi je pense que la satire a toujours été et reste un outil et une façon de s'exprimer qui est puissant et important, mais qui marche uniquement avec des gens avec qui on partage un référentiel commun. Si on n'a pas ce référentiel-là, ça ne marche pas. Le blasphème, là-dedans, c'est encore autre chose. Le blasphème, je dirais, est une certaine forme de rapport à la religion. Il y a une raison pour laquelle le droit au blasphème existe en France. Pour aller très très vite, historiquement, le blasphème a été autorisé, c'est une des premières lois à la Révolution française, d'autoriser le blasphème, parce qu'avant l'Ancien Régime, on a un roi absolu de droit divin,
Ce qui fait qu'en fait, Dieu, c'est la base du pouvoir politique du roi. Donc, si on peut pas critiquer Dieu, blasphémer, c'est puni des pires souffrances, pas par Dieu, pas par l'Église, mais par le roi, parce qu'on attaque la base de son pouvoir. Donc, à la Révolution, on dit on a le droit de blasphémer, Dieu n'est plus au centre de la légitimité politique, donc pouvoir parler en mal de Dieu, c'est faire en sorte que ce soit les hommes qui discutent ensemble des règles qu'ils s'imposent. Donc, ça n'a jamais été politiquement une façon de faire du mal aux croyants, mais plutôt de dire que la croyance n'est plus la base du pouvoir politique, parce que en général, les gens qui parlent ou qui pensent parler au nom de Dieu n'apprécient pas énormément la contradiction. Et donc, oui, non, mais c'est vrai. Quand on parle au nom de Dieu, le débat est plus difficile. Alors que si on dit mes croyances font que j'ai telle valeur, mais enfin on peut discuter, c'est très différent. La législation sur le blasphème en France vient de là. Après, ça reste un pays chrétien historiquement. Les chrétiens n'ont, ou plutôt l'Église et les religieux n'ont pas pris ça facilement parce que justement ça prenait une partie de leur pouvoir. Et on s'est retrouvé avec une longue histoire depuis 1789, on va dire, avec cette tension entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Il y a la loi sur la laïcité de 1905, et on s'est retrouvé après, on va dire, beaucoup après 1945, à avoir une immigration des pays du Maghreb, donc avec une culture musulmane, qui n'était pas, en fait, pour qui c'était pas du tout une évidence. Et là, on repart sur la question du référentiel commun, le blasphème, la laïcité, etc., qui avait mis très très longtemps à être accepté, plus ou moins, par les chrétiens du coin, tout d'un coup, n'était pas une évidence et ont été vécus comme une attaque contre les croyants. Ce qui, en fait, historiquement, est un contresens parce que le but, c'est que chacun puisse croire ce qu'il veut dans son coin, tant que ça ne devient pas la base de la politique. Mais évidemment, la satire et le blasphème, quand on n'a pas ce référentiel commun, c'est un outil dangereux. Voilà, on est bien placé pour le savoir. Je finirai juste en disant qu'il y a eu aussi quelque chose qu'on n'a pas vu tout de suite. Moi, je suis rentré comme entre autres comme community manager du journal en 2012. J'ai été embauché par quelqu'un qui n'avait pas de téléphone portable. Il m'a vu, il s'est dit « Oh, il est jeune, il connaît Internet ». C'était ça mon entretien d'embauche. Et il y a quelque chose dont on ne s'est pas rendu compte tout de suite, c'est que être un petit journal en France qui tire à entre 30 et 50 000 exemplaires et qui est payant, qui n'a pas de publicité, qui n'a pas de mécène et qui donc n'est acheté que par des lecteurs qui ont ce référentiel, sauf que tout d'un coup, on met un dessin sur Facebook, c'est lu par quelqu'un au Pakistan qui n'a pas ce référentiel commun et qui nous appelle en disant « I'm a peaceful man, but I'm going to send my son to kill you, and if he dies, it's okay, but I'm a peaceful man ». Et là, on se rend compte qu'il y a une différence de référentiel et que on se retrouve face à une difficulté qui est on s'adresse à notre public, mais le monde entier regarde. Mais en même temps, on peut pas faire un machin pour faire plaisir à ce mec au Pakistan. Comment on fait? Je pense que personne n'a encore complètement la réponse. Mais par contre, on a vu arriver ça, comme souvent les phénomènes historiques, on les voit a posteriori, mais sur le moment, on comprend pas vraiment. Enfin, voilà. Ouais. Mais je reste convaincu que la satire est un outil important. Alors, et puissant. il nous reste à peu près 15 minutes, si on s'en tient à l'heure de fin. Donc, je vais peut-être poser une dernière question. Tu auras peut-être 2 minutes pour répondre. Et après, voilà, je pourrais poser des questions. L'Australie dans tout ça, parce que tu es marié. Ask Ursula. Ça me prend 10 secondes. Mais tu es déjà venu en Australie ou pas?
Oui, plusieurs fois. Tu connais Oui, Sydney? oui, je suis même résident, hein, Ah, même très si bien. j'habite à Paris. Je dirais l'Australie dans tout ça. euh, Au fond, c'est plutôt la question que j'aurais à vous poser à vous. Euh, Moi, d'ici, euh, j'ai partagé avec ma famille australienne, mais l'Australie dans tout ça, j'en sais rien. Hmm. Tu vois, moins de 2 minutes. Ouais, ouais. Bon, on va se tourner vers l'Australie parce qu'il y a des représentants de l'Australie ici et de la France aussi. Mais c'est un bon moment pour justement ouvrir le fleuron. Et donc, c'est maintenant votre opportunité de poser des questions. Oh, s'il vous plaît, ne prenez pas de précautions dans la façon de formuler les questions. Il faut y aller. Je suis pas susceptible, au contraire. Donc, qui a une question? C'est l'opportunité maintenant ou jamais. Moi, Ouais. Alors, allez. Bonjour, Simon, je voulais dire qu'en fait, il y a beaucoup d'humour. Et Peut-être un j'ai vraiment apprécié cet échange avec vous, les yeux. Tu entends, Simon? J'ai entendu un peu un compliment comme ça, mais pas la question. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je voulais dire que j'avais vraiment apprécié le chat. Et vous avez beaucoup d'humour. J'ai trouvé que ça faisait plaisir, en fait. Merci. Maintenant, moi, j'ai pas vraiment de questions. En fait, je voulais dire quelque chose d'important. Et je trouve qu'on n'a pas parlé de ça en 45 minutes, de résilience. Et je voulais, en fait, t'entendre parler de ta résilience à toi et ce que c'est, en fait, pour toi. Voilà. Alors, d'accord. Je vais être très cash. Le mot de résilience, on le déteste entre victimes, euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un mot que les gens à qui il n'est entre guillemets rien arrivé utilisent pour se rassurer eux-mêmes en se disant ah super les victimes sont résilientes. Donc en fait c'est pas quelque chose qui aide les victimes, c'est quelque chose qu'on leur met dessus pour que les autres se sentent bien. Parce que le mot de résilience dit en gros ah super une victime est résiliente quelque part, c'est dans l'ordre des choses, c'est une bonne victime et si elle n'est pas résiliente, c'est une mauvaise victime. Ce qui fait qu'en fait, euh, si elle va bien, si elle se reconstruit, si elle se donne du mal, si elle a la chance que ça marche, euh, presque tant mieux pour elle, mais c'est dans l'ordre des choses, c'est la résilience, et sinon c'est sa faute. Donc en gros, c'est très confortable pour les gens qui en parlent, et c'est une vraie saloperie pour les gens qui l'entendent. Alors que on entend très bien la, comment dire, la bonne intention derrière, le bon cœur, le vrai bon sentiment. Donc on n'est jamais fâché quand on entend parler de ça. Mais par contre, je pense que c'est un concept qui a été trop utilisé et qui donc est dans des contextes trop éloignés de comment ça a été pensé. Ouais, parce que pardon, je peux continuer. Excuse-moi, tu me fais des questions. En fait, je pense que tu as tout à fait raison. Moi, je suis en fait étudiante en psychologie et je trouve que c'est une grosse connerie, ce mot, mais on n'arrête pas de nous le répéter. Et moi-même, en fait, je suis venue ce soir parce que déjà, ton histoire, elle m'intéressait. Mais aussi, on parle beaucoup justement de résilience et je trouve ça complètement débile. Et tu as raison, en fait. Et je voulais savoir, alors à ce moment-là, je vais le formuler d'une façon différente. Mais en anglais, ils ont un proverbe un peu, ils disent What's your wind? Une histoire de bateau, peut-être vous pouvez m'aider. Mais what is your wind that pushed the sailing boat? Something like this. That's a metaphor. Quel est le vent qui te Quel est fait le vent avancer, quoi. qui te fait avancer? Mm.
Alors, je dirais que dans les traditions spirituelles, les épreuves sont infligées et sont offertes en même temps. Euh, donc oui, je pense que les épreuves peuvent faire grandir, mais en même temps, de la même façon que on parle de résilience, souvent les gens vont vous dire ce qui ne te tue pas te rend plus fort, en citant Nietzsche. Et moi, j'ai envie de leur dire, bah t'as qu'à te prendre une balle, tu verras bien si ça te rend plus fort. Là-dessus, on a un certain nombre de proverbes ou d'idées qui peuvent en effet dire quelque chose de juste, mais qui ne sont pas justes par elles-mêmes en général. J'ai pas trop compris ou entendu le proverbe du bateau. Euh, je pense qu'on réagit tous différemment au drame et que chacun fait de son mieux. C'est comme, par exemple, moi j'ai la chance de pas avoir une nature paranoïaque, ce qui fait que je vis beaucoup mieux que mon chef qui lui a une nature paranoïaque. Ça n'est pas son choix. Il avait déjà un fond. Quand on se fait tirer dessus et qu'on est obligé de vivre sous protection policière, ça n'arrange pas les choses, mais ça n'est pas son choix, ça n'est pas le mien. Ça ne fait pas de moi une personne meilleure ou moins bonne que lui. C'est comme la question de est-ce qu'on ressent ou pas de la haine, de la colère, un sentiment de vengeance. Ce ne sont pas des choses qu'on choisit. Ce sont des choses qu'on éprouve, on fait ce qu'on peut avec. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, chacun fait de son mieux avec les épreuves. On a une marge de manœuvre, mais on ne choisit ni ce qui nous arrive, ni ce qu'on ressent. Alors, merci beaucoup. Et en tout cas, Merci. merci parce que je suis d'accord avec vous, mademoiselle, que cette soirée, elle a fait du bien. Mais grâce à ton humour et je voudrais dire le mot. Le malheur des uns, comme on dit en français, c'est un proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, c'est très bien. Bonsoir Simon, merci. Donc, je voudrais bien savoir, enfin, poser une question entre la différence entre une liberté absolue de l'expression, qui était le cas de Charlie Hebdo, par exemple, et cette idée d'utiliser cette liberté pour lutter contre l'establishment ou la bourgeoisie ou la convention ou les restreintes politiques d'un système. Comparativement aujourd'hui, donc, on a le problème de mésinformation, désinformation, style Twitter, etc., Donald Trump, les mensonges qui sont proposés et promulgués au point où les gens peuvent être convaincus de quelque chose qui est tout à fait faux et quelque chose qui ne peut que promouvoir la haine. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions. Déjà, il n'y a pas de liberté absolue. La liberté d'expression est encadrée par des lois. En France, les lois sur la liberté d'expression, en gros, on n'a pas le droit d'insulter ou de faire de la calomnie, on n'a pas le droit d'appeler à la haine raciale, sexuelle, etc. On n'a pas le droit de nier l'Holocauste et on n'a pas le droit de... J'en oublie toujours une, mais enfin bref. Comparé par exemple aux États-Unis où la liberté d'expression est complète. Par contre, en France, quand on publie un journal, tous les marchands de journaux sont censés le vendre. Donc, on a des libertés ici moins grandes peut-être d'expression qu'aux États-Unis, mais par contre, aux États-Unis, personne ne nous distribuerait. Donc, on a le droit de dire ce qu'on veut, mais personne ne pourrait l'entendre. Les différentes libertés et leur application montrent comment telle ou telle communauté va faire avec ça. En France, on a une culture, je dirais, plus de confrontation qu'en Australie, par exemple. Et là, on touche à encore une fois, à des codes sociaux. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il est impossible à caricaturer parce qu'il est pire que n'importe quelle caricature qu'on peut faire. Et c'est pas, mais non, mais c'est vrai. Comment vous voulez faire de la satire
avec quelqu'un dont on ne peut pas exagérer ce qu'il dit, dont on ne peut pas exagérer sa tête. Ah non, mais c'est un vrai problème pour un caricaturiste. La question, en gros, des fake news, elle existe depuis toujours. Là-dessus, l'évolution des moyens techniques, c'est juste une évolution des moyens techniques, mais les gens ont toujours été soit crédules, soit soumis à de la propagande, soit à croire ce qu'ils ont envie de croire, et avec le biais de confirmation qu'on a tous, je pense il y a des changements dans notre époque et aujourd'hui, mais qui sont des changements de degré et pas de nature sur la question de la désinformation. Je veux dire, vous prenez les jeunes d'il y a 100 ans n'importe où, bah, ils croyaient ce qu'ils entendaient chez eux, ils croyaient un peu ce qu'ils entendaient de leurs professeurs, et ils répétaient beaucoup ce que disaient leurs camarades de classe. Et ça n'a pas changé. Non, tout à fait d'accord. Après, Twitter et Donald Trump, j'en pense aussi à plein de choses. C'est... À l'autre sujet, à l'autre philosophe. Une autre question? Ouais. Plutôt un commentaire. Merci pour la sensibilité des réponses. Je croyais connaître, j'ai suivi les procès, je sais exactement où j'étais lorsque j'ai appris les attentats de Charlie Hebdo, je sais exactement où j'étais lorsque j'ai appris les attentats du Bataclan. Mais là, j'ai l'impression d'avoir reçu une dimension différente et beaucoup plus importante pour comprendre un peu ce qui se passe. Merci Simon. Ben, merci à vous, ça me touche. Je suis d'accord. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec ce que Joël vient de dire. Une autre question? Allez-y. Oui, au fond. Venez, mademoiselle. Je me demandais comment était ta relation avec Charlie Hebdo. Tu es toujours à Charlie Hebdo depuis 10 ans. Et tu penses que tu serais toujours à ce journal si ce n'était pas arrivé, si c'est pas ancré dans ton identité? Est-ce que c'est inscrit dans mon identité, c'est ça? Oui. Je suis pas sûr d'avoir complètement entendu la fin de la question. La question, c'est est-ce que tu serais encore avec Charlie Hebdo s'il n'y avait pas eu ce qui s'était passé il y a 10 ans? J'en ai aucune idée. C'est pas sûr que Charlie Hebdo ait encore existé. Alors ça, on n'est pas sûr, non, on n'est jamais sûr. Le monde de la presse, de toute façon, est un monde difficile, et il y a beaucoup de titres en difficulté. Mais par contre, ça a beaucoup été dit qu'on était un journal mourant ou moribond, et ça n'est pas exact. C'est pas un journal qui gagnait beaucoup d'argent, mais ça n'a jamais été le but non plus. Mais par contre, on avait et on a toujours des lecteurs extrêmement fidèles et qui nous ont soutenus. Et je pense que c'est impossible de savoir, mais par contre, non, c'est pas dit qu'on serait mort. Mais, merci. Mais en tout cas, je comprends le sens de la question, parce qu'effectivement, on revient un peu à ce Après, Dieu a le sens de l'humour, et on a été sauvé par Al-Qaïda, voilà. En tout cas, financièrement. Mais Simon, pour revenir à la question de la demoiselle, c'est tu es dans les bureaux de Charlie Hebdo et ton propre patron te demande mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme si quelque part c'était devenu ta maison, ta seconde maison en tout cas. Qu'est-ce que tu cherches? Je le dis comme une boutade. De toute façon, là, moi, je suis en arrêt de travail. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu fous là? C'est vrai que je serais censé être à la maison. Mais je pense que aujourd'hui, j'ai un rôle, j'ai une place qui n'est pas directement. Par exemple, je m'occupe plus
de la présence en ligne du journal. Mon rôle de délégué du personnel, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer comment dire, d'apaiser les conflits ou les difficultés avant qu'elles se présentent, ou d'être aussi, par exemple, comme je ne suis plus à travailler tous les jours au journal, je peux dire des choses qui ne sont pas directement défendre mon intérêt. Je peux, comment dire, je suis un des seuls à pas avoir vraiment peur du chef, donc je peux dire ce que je veux parce que, bah, pareil, je suis pas là souvent et que en plus, on se connaît depuis suffisamment longtemps pour qu'ils se disent pas que je suis en train d'essayer de tuer le journal, hein, c'est si bête que ça. Je pense que avec quelque chose de cet ordre, oui, au fond, c'est du même ordre. Faut jamais penser qu'un travail, c'est comme une famille, c'est pas vrai, personne n'est indispensable, et si on a besoin de vous foutre dehors, on vous fout dehors, c'est un peu triste, mais on vous oublie au bout d'un quart d'heure. Là, la différence, je dirais que c'est qu'il y a un lien objectivement de sang, c'est-à-dire, voilà, au sens le plus propre du terme, et qui fait que, comme dans une famille, on peut se déchirer, ne plus jamais se parler, etc., mais le lien ne disparaîtra pas. Et il n'est pas complètement choisi. Donc là-dessus, oui, je viens. Aujourd'hui, je viens parce que le procès vient de se terminer, on sort un hors-série, on a des choses à se raconter. Donc voilà. Et puis mes activités, elles reprennent forme. Il y a plein de petites choses. Je m'arrange pour que mon chef ne sache pas exactement ce que je fais, comme ça, quand il me pose des questions, je peux faire ouais, t'inquiète pas, je fais ci, je fais ça, nanana. Faut toujours avoir plusieurs projets avec plusieurs chefs qui ne se parlent pas et qui n'ont aucune idée de ce qu'on. Ça, pour le coup. C'est le meilleur conseil en management que j'ai entendu depuis longtemps. Comment dire? Pour avoir fait longtemps le délégué du personnel, je suis un excellent conseiller en management. J'ai aussi lu des livres de sociologie de l'administration française. Je connais tous les trucs, tous les trucs. Je pense que c'est une bonne façon de finir, Simon. Je pense que c'était un bon mot de la fin. Toute modestie, je connais tous les trucs. Ouais, c'est bien pour finir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment un partage très, très généreux et tout en humour et en intelligence. Donc, tout le monde a apprécié ici. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se reparle bientôt.